Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à l'opposition au mariage mais également aux empêchements au mariage. Commençons tout d'abord par l'opposition au mariage, celle-ci doit avoir lieu avant la célébration. Afin de pouvoir permettre aux intéressés qui en ont le pouvoir de faire opposition au mariage, des bans sont publiés. On le rappelle, l'article 64 du Code civil dispose que le mariage ne pourra être célébré avant le 10e jour depuis et non compris celui de la publication. Mais qui peut faire opposition à un mariage ? En effet, les titulaires du droit d'opposition sont encadrés par le Code civil. En premier, l'article 172 nous dit que le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes. Ce sera le premier conjoint d'un des futurs époux alors que ceux-ci ne sont pas encore divorcés. En effet, la polygamie est interdite en France, nul ne peut donc contracter de second mariage tant que le premier mariage n'a pas été défait. Si votre mari planifie d'épouser une autre personne alors que vous êtes encore ensemble, vous pouvez former opposition. Cependant, si le divorce a été prononcé, ce ne sera pas le cas. Bien sûr, les conjoints ne sont pas les seuls à pouvoir former opposition au mariage. Pour savoir qui d'autre le peut, il faut pour cela s'intéresser à l'article suivant du Code civil, l'article 173, qui nous dit que le père, la mère, et à défaut de père et de mère, les aïeuls, peuvent former opposition, les aïeux et les aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs. Vous l'avez donc compris, les parents du futur époux ou de la future épouse peuvent former opposition et si tous deux sont décédés, alors les grands-parents peuvent eux-mêmes former opposition au mariage de leurs petits-enfants et ce, même si ces petits-enfants sont déjà majeurs. Comme vous pouvez le constater dans ces deux articles qui concernent le conjoint du futur époux et les parents ou les grands-parents, nous ne retrouvons aucune condition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de motifs précis pour lesquels ces personnes peuvent former opposition. Elles pourront former opposition du moment qu'elles remplissent juste ces qualités. Enfin, d'autres personnes peuvent former opposition, mais celles-ci uniquement pour certains motifs précis. En premier lieu, citons l'article 174 du Code civil, à défaut d'ascendant, le frère ou la sœur, l'oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germain majeur ne peuvent former opposition que dans les deux cas suivants. Premièrement, lorsque le consentement du conseil de famille requis par l'article 159 n'a pas été obtenu. Deuxièmement, lorsque l'opposition est fondée sur l'altération des facultés personnelles du futur époux. Cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer ou faire provoquer l'ouverture d'une mesure de protection juridique. Comme vous l'avez vu, il faudra donc en même temps qu'il forme opposition demander l'ouverture d'une mesure de protection juridique. Vous trouverez une vidéo de présentation de ces mesures de protection sur la chaîne YouTube. Bien évidemment, dans le cas d'une mesure de protection, ce droit d'opposition au mariage appartient également aux acteurs de cette mesure de protection. L'article 175 du Code civil nous dit que le tuteur ou le curateur peut former opposition, dans les conditions prévues à l'article 173, au mariage de la personne qui l'assiste ou représente. Le tuteur ou le curateur ne doivent pas donner leur autorisation au mariage, cependant vu qu'ils en sont informés, ils peuvent former opposition le cas échéant. Enfin, le dernier acteur à disposer du droit d'opposition est le ministère public. Il faut pour cela s'intéresser à l'article 175-1 du Code civil qui nous dit que le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité du mariage. Citons également l'article 176 du Code civil, celui-ci nous dit que tout acte d'opposition énonce la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former. Il contient également les motifs de l'opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173. Toutefois, lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire.
Voyons les retombées de cette opposition. L'article 68 nous dit qu'en cas d'opposition, l'officier d'état civil ne pourra célébrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la main levée, sous peine de 3 000 € d'amende et de tout dommage-intérêt. L'article 179, quant à lui, dispose que si l'opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts. Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d'opposition. Intéressons-nous maintenant aux empêchements au mariage qui se trouvent dans le chapitre des demandes en nullité de mariage du Code civil. Vous retrouverez ces termes dans votre cours. Certains de ces empêchements sont qualifiés de diriments, d'autres sont des empêchements prohibitifs. Les empêchements prohibitifs ne permettent pas d'obtenir l'annulation du mariage. Ces empêchements prohibitifs sont par exemple le défaut de publication des bans, car comme nous l'avons vu, un délai est à respecter entre la publication des bans et la célébration du mariage, mais également la célébration du mariage alors qu'une opposition au mariage avait été formée. Nous l'avons vu, dans ce dernier cas, l'officier d'état civil risque une amende. Des empêchements dirimants, quant à eux, entraînent la nullité du mariage. Certaines nullités sont relatives, d'autres absolues. Pour rappel, les nullités absolues protègent l'intérêt général, alors que les nullités relatives protègent les intérêts privés. Citons en premier l'article 180 du Code civil. Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux ne peut être attaqué que par les époux ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre ou par le ministère public. L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par crainte révérentielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du mariage. S'il y a eu erreur dans la personne ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. On est donc dans des cas de vice du consentement, ici la violence et l'erreur. Le délai pour la nullité relative est de 5 ans à compter du mariage. Une autre cause de nullité relative existe à l'article 182 qui dispose que le mariage contracté sans le consentement des pères et mères, des ascendants ou du conseil de famille dans les cas où ce consentement était nécessaire ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis ou par celui des deux époux qui avaient besoin de ce consentement. Cependant, cette nullité a également des limites et on va citer pour le comprendre l'article 183 du Code civil. L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé 5 années sans réclamation de leur part depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle ne peut être intentée non plus par l'époux lorsqu'il s'est écoulé 5 années sans réclamation de sa part depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par lui-même au mariage. Quant à la nullité absolue, il faut se reporter à 2 articles différents du Code civil, l'article 184 et l'article 191. Ce dernier se rapporte à un non-respect des conditions de forme du mariage, alors que l'article 184 concerne les conditions de fond. L'article 191 nous dit que tout mariage qui n'a point été contracté publiquement et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent peut être attaqué dans un délai de 30 ans à compter de sa célébration, par les époux eux-mêmes, par les pères et mères, par les ascendants et par tous ceux qui ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. On est sur un sacré délai puisqu'on passe de 5 ans à 30 ans pour ces cas de figure. Pour l'article 184, celui-ci concerne les cas de l'époux mineur, du défaut de consentement, de l'absence d'un des deux époux à la célébration, d'un second mariage contracté alors que le premier n'a pas encore été dissous, ou encore d'un mariage incestueux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite de bonnes révisions, une bonne journée et de bons partiels.